Les gars, en fait, je suis charmé. Je suis charmé, je suis subjugué, je suis impressionné par le personnage de Gab. Le mec est tout doucement en train de se faire une place dans mon top 5 personnages favoris de l'œuvre. En vrai de vrai, le personnage de Gab, c'est une masterclass d'écriture. Et je vais même vous dire un truc. Je n'arrive même pas à comprendre comment on fait pour le détester. Ce personnage, depuis que ce flashback a commencé, il ne fait qu'enchaîner masterpiece sur masterpiece. Ce personnage, il est incroyablement bien écrit. Et ce qui m'a frappé dans ce chapitre, peut-être vous allez dire que j'abuse, mais en vrai, je n'abuse pas. Mais c'est le switch de Gab. Parce que rappelez-vous, l'objectif de Gab lorsqu'il débarque sur God Valley, c'est quoi? C'est de se taper contre Roger. Puis il arrive, il découvre une situation dans laquelle le gouvernement mondial est en train de foutre un bordel sans nom. Et puis le mec il switch, mais d'une façon, c'est-à-dire la façon avec laquelle il a changé d'objectif. En vrai de vrai, je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo sur l'univers de One Piece, je vous avais dit que le cas Gap est particulièrement ambigu et intéressant et même inquiétant parce que je ne pensais pas que Gap allait switcher aussi rapidement. Mais le switch, il a été tellement rapide. En fait, il n'a pas hésité une seconde. Et c'est ça. Je pensais que Gap allait avoir un temps de latence où il allait hésiter et il allait réfléchir sur son choix. Mais le mec, il n'a même pas réfléchi. C'est-à-dire, je vous avais déjà dit que, à mon avis, Gap allait certainement frapper un dragon céleste, un chevalier divin ou même directement Imu. Et là, il a... Non, mes frères, non. Le mec, il est devant Roger malgré le fait que, ouais, la rivalité entre les deux personnages est assez grande et tout. Il s'en moque. Il s'en moque complètement parce que l'ennemi devant lui, il a pris directement conscience que c'est Imu l'ennemi à abattre. Franchement, le personnage, c'est une masterclass d'écrit. Non, vrai, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Le personnage de Gap, the hero. En fait, ça, c'est vraiment la mentalité d'un héros. C'est le comportement d'un héros. Gap se comporte comme un héros. Et il mérite son titre de héros de la marine. Et vous savez c'est quoi le pays? En fait, le personnage de Gap, de ce qu'on a vu dans ce flashback jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Le mec, je vais vous demander un truc, essayez de vous imaginer la fin de God Valley pour Gap. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous pensez qu'il a déjà tout montré de ce qu'il pouvait dans ce flashback de God Valley? Moi je vous dis non. Bref, sur Gap, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, dans cette vidéo, on parlera en grande majorité du personnage de Monkey D. Gap, dont les anti-Gap. Vous êtes priés de bien vouloir foutre le camp de cette vidéo parce qu'en vrai de vrai, il n'y aura absolument rien pour vous. Du coup, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1163 qui était une symphonie. Ce chapitre, il était juste une masterclass. 10 sur 10, c'est la note que je lui donne sans sourciller. Bon les amis, on va entrer dans le vif de notre vidéo sans plus tarder parce que si on continue de parler, franchement, on va vraiment pas s'arrêter tant ce chapitre était magnifique. Bref, le chapitre commence avec la rencontre entre Rox Xebec et Imu. Alors, dans le chapitre précédent, on s'était plaint un peu du découpage étant donné qu'on ne savait pas réellement si le groupe de Xebec était directement devant Imu, si le groupe de Gap était devant Imu ou encore si le groupe de Roger était devant Imu. Là, dans ce chapitre, on a les réponses étant donné que oui, le groupe de Xebec était directement devant Imu. Cependant, le groupe de Gap et de Roger, eux par contre, n'étaient pas directement devant Imu. Et donc, on a une conversation entre Imu et Xebec avant que le combat ne commence. Là où Imu va appeler Xebec David Jones. Xebec va lui répondre, je ne connais pas cet homme, il y a erreur sur la personne. Cependant, je pense que les promesses sont faites pour être tenues. Bon, ici, je pense que Xebec fait référence au fait que dans le chapitre 1155, il avait déjà dit à Imu qu'il allait revenir sur le château de Pangea et qu'il allait, entre guillemets, vaincre Imu. Bon, là, je caricature étant donné qu'il n'avait pas exactement dit ça. Du coup, on a donc la dernière rencontre du manga, à mon avis, entre Rox Xebec et directement Imu. Et ce qui se passe en fin de chapitre, voilà, on va dire quelques minutes pour l'analyse de ça parce que vraiment c'est une dinguerie. Ici, j'aimerais aussi m'arrêter sur la mentalité de Xebec car dans le chapitre 1155, lorsque Xebec débarque dans le château de Pangea, il arrive devant Imu et le narrateur nous fait comprendre que Xebec était conscient de ses limites et il a compris qu'il ne pouvait pas aller loin sous-entendant que la puissance de Imu c'était un peu un step au-dessus. Maintenant, dans ce 1163, tu as Xebec qui n'hésite vraiment pas directement à combattre Imu. Alors moi j'avais déjà théorisé le fait que bon, potentiellement si Xebec ne s'était pas attaqué à Imu à l'époque, c'était parce que Xebec n'avait pas encore un équipage qui lui permettrait de combattre Imu. Maintenant que Xebec est entouré de Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et même de Gap et de Roger, là il n'a aucun scrupule à attaquer Imu.
ça prouve que le personnage de Xebec, ce n'était pas une tête brûlée. Rox avait clairement la tête sur les épaules malgré la puissance que le mec possédait quand même. C'est pour vous dire à quel point le personnage il est juste exceptionnel. C'est juste un personnage très très bien écrit. Maintenant, il y a une interrogation qui se pose autour de ce personnage de Xebec. Xebec nous avait clairement dit qu'il lui fallait 2 fruits du démon pour renverser le monde. Quels sont ces fruits du démon? Xebec n'a-t-il réellement mangé aucun fruit du démon? Ou bien le fait que Harald ne l'avait pas rejoint avait complètement chamboulé ses plans? Ça, c'est vraiment une alternative à ne absolument pas sous-estimer. Maintenant, le personnage de Xebec, là, il nous a clairement prouvé le god qu'il était. Parce qu'il a déjà vaincu Garling, le chef des chevaliers divins, et un autre chevalier divin. En fait, son palmarès, il est juste plein. Même si la fin du chapitre va, on va dire, un peu ternir ce palmarès. Et encore, je dis bien et encore, parce qu'il pourrait se passer une dinguerie au vu du caractère et même de, on va dire, de la volonté du personnage de Xebec. C'est juste une dinguerie. Bref, on y reviendra un peu plus tard. Revenons un peu sur la conversation entre Imu et Xebec. Ce qui m'a marqué dans cette conversation sont les propos de Imu. Imu dit clairement à Xebec que le monde qu'elle souhaite bâtir, ils n'en font pas partie. Bon, ici, ce qui me retient, c'est le propos bâti. En fait, ce propos-là, c'est souvent le genre de propos utilisé par des personnages qui étaient, on va dire, foncièrement gentils lorsqu'ils étaient jeunes. Cependant, ils auraient vécu un ou plusieurs événements traumatisants qui auraient perverti leur perception de la réalité et même du manichéisme. Parce que le personnage de Imu, à mon avis, au vu de ses propos, c'est un personnage qui confond en fait les notions du bien et du mal. En fait, Imu, à mon avis, dans sa tête, dans son esprit, elle a mélangé les notions du bien et du mal. Du coup, elle n'arrive pas vraiment à faire la différence. Donc, c'est un antagoniste qui a souffert, mais à cause de cette souffrance-là, bon, un peu antagoniste du style Obito, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on en reparlera lorsque le moment sera venu. Pour l'heure, parlons d'abord de Captain John avant de parler des goûts de ce chapitre que sont Garp, Roxy, Xebec. Mais aussi entre guillemets Goldie Roger parce que lui aussi on va pas l'oublier. Bon, on a le personnage de Captain John qui dans ce chapitre s'est confirmé, il possède le Jiki Jiki no Mi, le fruit de Captain Eustace Kid. Et donc Captain John en fait, on le voit là clairement, il avait prévu trahir les Rox. Ce qui m'amène directement à parler du personnage de Sengoku parce que Sengoku nous avait rigoureusement bien décrit le flashback de God Valley à un détail près. Il ne connaissait pas l'implication réelle du gouvernement mondial dans cet incident de God Valley. C'est pourquoi moi je vous avais dit, ça ne sert à rien de venir ici dire que Sengoku manque car vous n'avez pas les éléments qui vous permettent d'affirmer s'il ment ou pas, étant donné que le flashback de God Valley n'a même pas encore commencé. Parce que là dans ce chapitre, on peut voir que il y a eu encore une fois une autre trahison dans l'équipage des Rox. Et Sengoku nous avait clairement dit que l'équipage des Rox était un équipage reconnu pour se trahir entre eux. On avait d'abord eu la trahison de Ochoku qui avait vendu Shaki. Puis on a eu la trahison des pirates alliés qui se sont fait dégommer par Barbe Blanche, Shiki, Kaido et Big Mom. Et un peu plus tard, on a eu la trahison, ou en tout cas le conflit entre Big Mom et Kaido qui d'ailleurs se poursuit dans ce chapitre. Maintenant, c'est au tour de Captain John. Donc Sengoku ne nous avait pas menti, surtout que Sengoku présente God Valley. C'est un peu comme si l'auteur essayait de nous faire un résumé bref de God Valley sans nous donner les éléments importants. Et c'est ce que Sengoku a fait. Et du coup, moi je vois pas à quel moment Sengoku aurait menti. Bref, pour en revenir sur le personnage de Captain John, il a donc le Jiki Jiki no Mi, le fruit de Captain Eustace qui d'ailleurs, les deux portent le nom Captain dans leur nom. Bon bref, peut-être qu'il y a, on va dire, un certain lien entre les deux personnages. Oui, leur fruit du démon bien évidemment, mais je parle d'un potentiel autre lien. Bon ça, on n'en sait rien, bon du style lien père-fils ou je ne sais quoi. Bref, John va utiliser le pouvoir de son fruit du démon pour attirer à lui tous les trésors de l'île de God Valley. Et son pouvoir est tellement puissant qu'il va même réussir à attirer même des personnes bien vivantes telles que Monkey D. Dragon. Bon, je pense que si ça a été possible, c'est parce que Dragon portait une arme sur lui. Et du coup, c'est donc l'arme là qui a réagi au pouvoir, on va dire, attractif du fruit du démon de Captain John. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Shanks a fait pour rejoindre l'équipage de Roger. Parce qu'on voit clairement, lorsque Dragon est attiré, à un moment donné, il a perdu Shanks. On se demande comment, parce que Dragon avait d'un coup Shanks dans les bras. Puis après quelques minutes, quelques secondes même après, il se retrouve avec un bois dans les bras. Bon, peut-être qu'il était dans un état, on va dire, tellement dégradé que voilà, lui aussi s'est peut-être évanoui lorsque Captain John l'a attiré et puis il a lâché Shanks sans le savoir et puis il s'est directement réveillé en croyant qu'il était en train de rattraper Shanks. Il a plutôt rattrapé,
on va dire, un bout de bois. Bref, c'est assez difficile à déterminer ce qui s'est réellement passé avec Monkey D. Dragon. Mais la seule chose qu'on peut noter, c'est qu'il aurait perdu Shanks. Et ça, c'est clairement officiel. D'ailleurs, il faut noter quand même que Dragon, il s'était fait transpercer par Murphy sur son côté droit. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant de le voir, on va dire, autant résister malgré le fait que ce n'était pas encore quelqu'un en ce moment-là du flashback de God Valley. Du coup, Gangzui va donc voir que Captain John essaie de faire tous les trésors de God Valley. D'ailleurs, Gangzui va nous dire que tous ces trésors-là, chaque coffre a une valeur minimum de 1 milliard de berries. Du coup, Gangzui va attaquer Captain John sous-entendant que Captain John n'avait absolument aucune intention de partager le trésor équitablement au vu de l'avarice du personnage de Captain John quand même. Et c'est ça qui a fait en sorte que Captain John lâche le pouvoir attractif de son fruit du démon et que Dragon perd Shanks. On le voit clairement, Shanks essaie d'entrer dans un coffre au trésor. Bon, on a un peu le pourquoi du comment Shanks s'est retrouvé dans l'équipage de Roger, étant donné qu'un peu après, on a vu les pirates de Roger qui ont été mandatés par Riley de ramasser les trésors. Bon, on n'oublie jamais la mission. Un pirate reste d'abord un mec qui recherche un trésor. Ça, franchement, c'est clair, hein? On ne va absolument pas discuter. Ce qui m'amène donc à parler de la puissance de Captain John. Parce que dans une vidéo précédente, je vous parlais déjà du potentiel niveau amiral de Captain John. Maintenant, là, au vu des dégâts qui ont été causés par Gangzui, qui est quand même un adversaire que Gaban, dans le chapitre précédent, a stoppé, mais de façon très facile. Donc, moi, je me pose une question. Est-ce que Captain John, au vu de la puissance de son fruit du démon, a réellement le niveau amiral? Bon, moi, j'ose croire que les dégâts causés par Gangzui ne sont pas aussi graves que ça, que Captain John va se reprendre et qu'on va avoir son réel niveau dans les prochains chapitres. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, en parlant de Gaban, les mecs, franchement, ce mec, il a un flow de bâtard. Il faut quand même se dire les vérités. Gaban, dans ce flashback-là, beaucoup plus de flow que Riley. Sa façon d'empêcher sa hache de réagir au magnétisme de Captain John, c'était trop stylé, mec. Gaban, dans ce flashback, il a vraiment trop de flow et ça, il faut le noter. Tiens, en parlant de lui, il aura potentiellement un futur combat contre Somers parce que, oui, il faut qu'il découvre et qu'il nous... On nous montre en fait comment est-ce qu'il a fait pour savoir que les chevaliers du verre étaient sensibles au acquis des rois. Donc, il aura potentiellement un combat face à Saint Somers. Avant de parler de la fin masterclass de ce chapitre, j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur Shanks. Pourquoi est-ce que Shanks n'est pas tombé dans les vapes après l'utilisation du acquis des rois de Imu, comme tous les autres en fait, comme les marines qui normalement sont bien plus puissants que Shanks en ce moment-là? Comment Shanks a-t-il fait pour ne pas tomber dans les vapes? Alors moi je me dis, peut-être que Shanks n'était pas à portée du acquis des rois de Imu. Bref, parlons de la fin exceptionnelle de ce chapitre. Garp. Garp. Mon qui dit Garp. Mais quel personnage. Mais quel personnage les mecs. Mais quel personnage. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie. Mais on est en train de voir un mec qui sprint. Il se fait arrêter par ses collègues pour frapper son supérieur. Et il frappe son supérieur. Mais le mec est toujours dans la marine. Bon, moi je vous avais déjà dit, hein, pour moi Garp ne fait plus partie de la marine, étant donné que le SWAT, ce sont les agents de la marine qui ont officiellement démissionné. Du coup, à mon avis, Garp ne fait plus partie de la marine. Et je pense encore une fois que c'est lui qui a créé le SWAT. Mais on le voit clairement, en fait, Garp il cherchait juste un prétexte pour taper ses supérieurs. Ça se voit. Mais le mec, il a leur haine depuis longtemps. Mais bref, avant d'en arriver là, on va d'abord parler de tout ce qu'il y a autour. On a donc Zebek qui est en plein combat 1v1 face à Imu en ce moment-là. Et son second Barbe Blanche est en train d'observer. En fait, pour moi, Barbe Blanche, c'est le second parfait. C'est le second parfait pour Zebek parce qu'il sait vraiment comment s'adapter à son capitaine. Tandis qu'on a aussi Kaido qui lui veut arriver là pour tester les pouvoirs de son nouveau fruit du démon. Son fruit du démon nouvellement acquis. Et Big Mom vient derrière parce qu'elle veut buter Kaido. Car Kaido lui a fait une farce qu'elle n'arrive pas à supporter. Et donc, voilà un peu la situation des Rocks en ce moment-là devant Imu. Et là, on a aussi un Roger qui a donné quelques instructions à Gaban et qui lui est en train de foncer vers Imu parce qu'il avait senti son acquis des rois au chapitre précédent. De l'autre côté, tu as Garp qui lui aussi veut intervenir. Les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a pirate et il y a dragon céleste. Et Garp choisit de frapper les dragons célestes qui sont ses supérieurs malgré le fait que les pirates sont considérés par le monde de One Piece, par les civils de One Piece comme des crapules. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie les mecs. Garp a 2 choix. Frappe un pirate, frappe un dragon céleste. Qui plus est, ton chef, tu frappes ton chef. Mais le personnage il est juste incroyable. C'est Superman de One Piece.
ces Superman de One Piece, son comportement, il est juste trop exemplaire, les mecs. Il est juste trop exemplaire. Garp identifie avec précision la menace et la dangerosité en fait. Après avoir identifié, en fait ce qui m'a impressionné ici c'est le switch de Garp. Garp il a très vite switché entre, on va dire, sa rivalité avec Roger et l'ennemi à abattre. Du coup, il a pesé les deux sur la balance et il en a conclu que c'est le gouvernement mondial qu'il fallait frapper. En ce moment, tout le monde se prépare un peu à attaquer Imu. Tu as Roger qui dit à Garp n'y touche pas ses massifs et là Garp directement il utilise son Galaxy Impact. Roger utilise le Kamusari, Xebec utilise le Pandemonium, Barbe Blanche utilise le Aqua, Big Mom utilise le Ikoku qu'elle infuse de Haki des Rois et Kaido utilise une technique qu'il a nommée Dragon parce que voilà, en termes de nom de technique c'est pas ouf. Mais là, j'aimerais m'arrêter sur le personnage de Barbe Blanche et sur le personnage de Big Mom. Commençons par Barbe Blanche. Déjà, on assiste là à la première attaque nommée de Barbe Blanche du manga. Et vous osez me dire que Barbe Blanche Marineford est plus puissant que Barbe Blanche God Valley. Mais est-ce que vous entendez parler? Est-ce que vous vous rendez compte des dingueries que vous êtes en train de dire? Parce que le Akua de Barbe Blanche, c'est une attaque qui combine les pouvoirs de son fruit du démon et de son Haki des Rois revêtis. Quant au Ikoku de Big Mom, là, dans ce flashback, elle a clairement combiné son fruit du démon plus son Haki des Rois revêtis. Et beaucoup s'étaient plaints que Big Mom n'avait pas utilisé son HDR revêti face à Haki de l'eau. Mais là, on vous prouve alors que Big Mom God Valley est plus puissant que Big Mom Onigashima. Ce que vous ne voulez pas accepter depuis plusieurs chapitres, mais ce sont juste des réalités. Big Mom God Valley c'était déjà niveau Yonko. On ne revêt pas le Haki des Rois avec une telle attaque sans être niveau Yonko. Pour moi, Big Mom God Valley, c'est clairement niveau Yonko. Et je pense aussi que Kaido est capable de revêtir le Haki des Rois. Peut-être on le verra dans le chapitre prochain. Bref, la case, elle est juste exceptionnelle. Franchement, elle est juste magnifique. Qui l'eût cru? Qui aurait cru que tous ces personnages-là, en plus de Garp, parce que c'est Garp qui me choque. Qu'est-ce que Garp fait là? C'est un marine ou c'est un pirate? Bref, Garp, je ne comprends plus. Ce mec, c'est un pirate. En fait, non, c'est un super-héros. C'est un super-héros. Comme quoi, ça, j'avais dit, l'humanité s'alliera lorsqu'ils auront un ennemi commun à combattre. Et là, c'est clairement le cas. Les mecs ont un ennemi commun. Garp qui de base est ennemi des pirates, mais s'associe, s'allie aux pirates pour combattre l'ennemi du monde. C'est juste une folie les mecs. La case elle était juste magnifique et on voit un peu l'impact, les dégâts des coups de chacun. Et j'ai l'impression, excusez-moi, vous allez peut-être me dire que c'est du favoritisme, mais à mon avis, le coup de Garp, son Galaxy Impact a fait plus de dégâts que les autres. Bon après, c'est assez difficile à voir quand même. Cependant, après tout ça, on aura donc un Xebec qui va se faire menacer par Imu, étant donné que Imu va parler de la famille de Xebec et elle va menacer, ou en tout cas, elle va sous-entendre vouloir tuer sa famille. Et Xebec va s'énerver et il va réagir de façon impulsive. Vous savez, dans ce genre de combat, réagir de façon impulsive, ça te coûte souvent la victoire et c'est exactement ce qui est arrivé à Xebec. Xebec s'est fait poignarder et il s'est fait demi-reversi. Et il faut aussi noter que le HDO de Garp est impressionnant parce que c'est lui le seul parmi tous ces gars-là qui a pu voir qu'il allait se passer un truc avec Rocksteady Xebec. On nous le montre clairement là dans la page. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les chapitres prochains? Et bien dans le chapitre prochain, on aura potentiellement une conversation entre Garp et Imu. Peut-être même une confrontation. Peut-être que les deux personnages vont se battre dans le chapitre prochain. Parce que les mecs, Garp, c'est un marine et il faut qu'il ait des comptes à rendre avec Imu. Et peut-être aussi que Imu va même menacer de tuer Dragon et Garp va se dresser face à Imu et il se passera un combat. Ça, c'est une éventualité à ne vraiment pas négliger. Moi, je vous le dis comme ça. Mais attendons de voir ce que Oda va nous prendre. Maintenant, Xebec, il sera aussi possible, comme je vous disais en début de vidéo, que ce n'est pas si sûr que ça que c'est fini pour Xebec parce que potentiellement, il pourra résister au demi-reversi au vu de sa volonté et au vu de la puissance du mec. Le mec, il est littéralement particulier. Il nous l'a même appelé Davy Jones. Donc, peut-être qu'il sera pris par le demi-reversi et que vers la fin, il va retrouver sa conscience ou en tout cas, il se battra du style végétal qui se faisait contrôler par le Majin de Babidi. Bon, potentiellement. Et je pense qu'au chapitre prochain, on aura aussi le combat Roger versus Xebec. Là où on avait au chapitre 1096, Roger qui dira à Xebec, attends Rox, et Xebec lui disait, dégage Roger. Bon, on aura probablement cette scène dans le chapitre prochain et on aura d'abord un premier combat, Roger versus Xebec, puis Garp viendra finir le travail.
Bon les gars, moi je vais pas vous mentir, hein, je n'hésiterai pas à parler de Gab autant qu'il le faut lorsqu'il brillera. Parce que dans le chapitre prochain, je suis déjà persuadé que vous n'allez pas nous laisser lorsqu'il y aura le combat Roger versus Xebec. Bon maintenant, pour ce qui est de Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, en vrai de vrai, s'ils affrontent Xebec, ils vont juste se faire massacrer, ils n'ont pas le niveau. Moi je vous le dis déjà comme ça, ils n'ont pas le niveau. Bref les amis, je veux pas que la vidéo soit super longue, du coup on va s'arrêter là. On fera peut-être une autre vidéo pour revenir sur tout ça. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.